Bien, bonjour à tous et à toutes. On poursuit donc cet après-midi les travaux de notre commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance avec l'audition cet après-midi du mouvement ATD Carmonde, qui est donc représenté par Madame Céline Truon, responsable de l'équipe nationale Petite Enfance et Famille, Madame Isabelle Tout-le-Monde, responsable de l'équipe nationale Droits de l'Homme et Justice, ainsi qu'un parent concerné par l'intervention de la protection de l'enfance, Madame Gaëlle Ledins. Je vous remercie, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour votre mouvement, le respect des droits des enfants et des familles est au cœur de la lutte pour empêcher la transmission de la pauvreté et éradiquer la misère. Vous placez l'accompagnement des familles en situation de pauvreté au centre de votre action. En 2001, Claire Brisset, alors défenseur des enfants, évoquait le délit de pauvreté. Dans certaines situations, le placement par l'aide sociale à l'enfance serait justifié par les conditions matérielles de la famille. Vous pourrez notamment nous éclairer sur cette notion et sur la peur du placement ancrée chez certaines familles que vous accompagnez. Nous sommes également intéressés par les conclusions de votre récent rapport sur la maltraitance institutionnelle, paru en septembre dernier. Que recouvre cette notion dans le champ de la protection de l'enfance ? L'objectif pour cette audition, c'est que je vous laisse la parole quelques minutes, 10 minutes maximum. Oui, je vois votre étonnement. L'objectif vraiment, vous voyez, on est nombreux députés présents, c'est qu'on puisse avoir un échange, si bien que finalement les propos que vous vouliez peut-être dire à titre liminaire pourront faire l'objet finalement de réponses aux députés, mais l'idée c'est que personne ne soit frustré et qu'on puisse vous poser nos questions. C'est l'objet vraiment de la commission d'enquête. Vous aviez prévu d'intervenir beaucoup plus, si je comprends. Pas beaucoup plus. On n'est pas si nombreux que ça, mais oui, il faut éviter toujours de créer des frustrations. Faites le maximum, mais en effet, au-delà de 25 minutes, il n'y aura plus assez de temps. Mais je ne veux pas vous mettre la pression plus que nécessaire. Ouais. Ce que je vous propose, c'est donc de commencer sans plus attendre. Je dois vous faire 2 éléments de remarque encore. Vous rappeler que cette audition elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et puis qu'ensuite chacun peut la revoir en différé. Et vous précisez également qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance de 58 qui est relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc si vous en êtes d'accord, je vous invite chacune votre tour à actionner votre micro chacune à votre tour aussi, levez la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci beaucoup. Eh bien, sans tarder, je vous laisse la parole. Sans tarder. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, bonjour. Et merci de nous avoir invités. Alors, ATD Carmonde, c'est un mouvement de lutte contre la misère. Pourquoi donc nous inviter sur le sujet de la protection de l'enfance ? Parce que l'immense majorité des enfants protégés sont nés dans des familles qui connaissent la pauvreté, voire la grande pauvreté, d'une part. C'est un premier lien. D'autre part, parce que des parents qui élèvent leurs enfants dans la précarité font un lien très fort entre la reproduction du placement, qui existe de génération en génération dans leur famille, et la reproduction de la pauvreté, de génération en génération également. Et donc, ils ont exprimé qu'ils attendent beaucoup des institutions pour les aider à offrir à leurs enfants une vie meilleure que la leur, notamment sur le plan de la pauvreté. Mais ce qu'ils nous disent souvent, c'est « mais l'aide qu'on a reçue, non seulement elle ne nous a pas aidés, mais elle nous a enfoncés ». Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Alors, on veut, dès cette introduction, souligner que rien de ce que nous avons à vous dire n'est en opposition à ce que dénoncent, ici, avant nous et après nous, les représentants des anciens enfants placés. Nous allons apporter à ce tableau des dysfonctionnements de l'institution ceux qui sont vécus côté parents, c'est-à-dire observés depuis un point de vue différent de celui des enfants, certes, mais cette dénonciation est possible et nécessaire sans perdre de vue l'intérêt supérieur des enfants. La misère est une violation des droits de l'homme. La misère est violence en elle-même. C'est le titre d'une production d'ATD en 2012. Elle s'accompagne de honte, d'humiliation, de mésestime de soi, de perte de confiance et de peur. Élever ces enfants dans la grande pauvreté, c'est essayer de les protéger de cette violence. Ces parents qu'on dit souvent fragiles développent souvent des capacités de résistance inouïes face à l'usure et au désespoir. Mais pour un parent, constater que ses efforts pour bien s'occuper de son enfant ne sont pas reconnus et vivent dans la terreur permanente de leur placement, ça a des conséquences concrètes sur la façon dont il va tâcher d'être le meilleur papa et la meilleure maman possible. Par exemple, ça peut conduire à du non-recours, y compris auprès des lieux de prévention,
pour fuir le regard des professionnels. Voilà. On pourra en reparler dans vos questions. Une autre précision. Nous n'allons pas parler là, pendant l'heure et demie qui nous attend, de situations d'enfants qui imposent une mise à l'abri indispensable, indiscutable. Nous allons évoquer toutes ces autres situations où la bonne mesure à prendre dans l'intérêt de l'enfant, elle se discute, justement. Et vous amener l'idée à quel point les parents veulent être associés à cette discussion et à quel point il est indispensable de les y associer, indépendamment de la décision qui sera prise à la fin. Dans cette zone grise des interventions pour cause de carence éducative, il y a de la place pour la subjectivité, l'incompréhension mutuelle, la mise en jeu de biais de classe, le fait de nommer problèmes éducatifs, des aspects de la vie familiale qui sont en fait des conséquences de la misère. Dans cette zone grise, la pauvreté des parents est donc parfois un facteur aggravant et de l'évaluation et de la réponse apportée, et c'est de ça qu'on veut essayer de discuter avec vous maintenant. Donc, entre incompréhension réciproque, violence sociale et déni de droit, Madame Ledins a des choses à vous dire. Ce propos liminaire, c'est son moment. On l'a répété 120 fois, il fait 20 minutes. Elle devait le partager avec Monsieur Andreu, mais qui est empêché de venir pour cause de droit de visite à ses enfants placés. Et le propos qu'il voulait apporter concerne l'organisation des droits de visite, notamment leur rigidité et à quel point ça empêche parfois les parents de faire d'autres choses qui sont importantes pour eux et de prendre toute leur place dans la vie citoyenne. Il aurait voulu être là aujourd'hui. Madame Ledins lira la participation de Monsieur Andreu. On va vous envoyer la participation des parents aujourd'hui s'appuie sur ce travail participatif international fait en lien avec des professionnels de la justice de l'enfance qu'on vous enverra pour aller au-delà des propos nécessairement courts d'aujourd'hui. À ton tour. Bonjour. Ah, pardon. On va bien jouer. Bonjour, je suis maman de 3 enfants qui sont ou ont été placés. Je suis aidant familial auprès du père de mes enfants, hémiplégique après un AVC. Je suis membre d'ATD Garmonde en Bretagne depuis longtemps. En tant que militante, j'ai participé au travail européen sur la famille et la transmission de la pauvreté. Vous avez notamment réfléchi sur les aides qui vous sont proposées par les professionnels qui interviennent dans votre famille. Les parents ont dit qu'ils avaient besoin d'aide, mais des aides qui nous aident vraiment. Car nous constatons qu'on nous regarde de haut, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a toujours tort. Déjà en prévention, et encore plus quand les enfants sont placés. C'est comme si ces professionnels savent, et nous, on ne sait rien. Ils veulent toujours tout décider. Par exemple, une mère souhaite que son enfant puisse parler à un psychologue extérieur à l'ASE. Les professionnels refusent. Donc, on souhaite que les professionnels co-construisent avec les parents enfants un projet de coéducation des enfants. Le projet pour l'enfant prévu par la loi, aussi bien en prévention qu'en protection, n'est toujours pas mis en place systématiquement dans de nombreux départements. Pourtant, quand il est construit entre parents, enfants et professionnels, il permet de gagner de la confiance en soi pour les parents, de la confiance pour discuter avec les professionnels, une relation plus équilibrée entre les parents et les professionnels et d'avancer ensemble pour que l'enfant, en prenant en compte son environnement familial et en aidant les différents acteurs autour de l'enfant de se mettre d'accord ou au moins à se comprendre. Une maman le dit ainsi. J'ai eu un PPE pour mes enfants au début du placement. C'est un travail à faire ensemble, entre parents, enfants, professionnels. Ça apporte une clarification. Chacun apporte son envie, ses souhaits pour l'enfant. On voit ensemble ensuite les objectifs. La référente tenait compte de ce que je disais. On avançait. Quand elle est partie, c'était terminé. La référente suivante n'en a plus parlé du tout. Ça s'est arrêté. Aujourd'hui, c'est plus difficile entre la référente, mes enfants et moi. Pour obtenir cette relation d'écoute, de respect, de confiance dans l'idéal, entre parents et professionnels, vous avez réfléchi à l'importance de la formation. Et votre première proposition, elle parle de former les professionnels avec des personnes qui ont l'expérience vécue de la pauvreté. Le but de cette formation serait mieux de comprendre la pauvreté et ses conséquences sur la vie familiale. Ça permettrait de mieux faire la différence entre ce qui est de notre fait ou pas, et de nous apporter des solutions qui prennent
en compte les conséquences de la pauvreté sur notre famille. Le groupe de Normandie avec cet exemple. Quand on a été hébergé de droite à gauche, on est habitué à vivre dans une seule pièce. Et quand après on a un logement, on vit dans une seule pièce alors qu'on a de l'espace. Et on peut reprocher à des parents de dormir dans la même pièce que leurs enfants. Pour aider les parents à changer d'habitude, il faut que les professionnels comprennent cette situation et qu'ils prennent en compte notre vie difficile nous oblige à prendre du temps pour établir des relations de confiance avec eux et pour remplir les conditions qu'on nous impose pour garder le lien avec nos enfants pour qu'ils nous reviennent. Il faudrait des formations à l'écoute également, comme l'éco-formation de la TD40. Vous proposez aussi des formations pour vous, les parents qui vivent dans des conditions précaires. Pour nous les parents, pour connaître le fonctionnement de la société et des institutions, savoir nos droits, savoir prendre la parole et garder le pouvoir d'agir, comme dans les universités populaires d'Atelier de Carmont ou les universités populaires de parents. Vous avez travaillé également à faire des propositions sur un débat contradictoire plus équilibré devant le juge. Et la première chose dont vous vouliez parler, c'est le besoin de temps pour lire, pour comprendre le rapport fait au juge et pouvoir se défendre correctement. Beaucoup de parents n'ont pas connaissance de la totalité du rapport remis au juge. On leur parle peu avant l'audience et ils n'ont jamais le rapport écrit. Ils peuvent aller au tribunal en prenant rendez-vous avec la greffière, mais ils n'ont pas le droit d'une copie ou de faire une photo. Pendant l'audience, il y a beaucoup d'émotions. On ne peut pas s'exprimer quand on découvre le rapport des professionnels avec des choses négatives dedans. Et on se sent dévalorisé, désespéré ou révolté sans oser le montrer, parce qu'on a compris que tout pouvait se retourner contre nous. Dans l'idéal, on voudrait que ce rapport soit écrit ensemble, mais on se demande si c'est possible de le demander. Nous, les parents, souhaitons recevoir tous les écrits transmis au juge avec un délai permettant de le lire, de le comprendre et de se faire son avis. Notre avis, notre version des choses, nos demandes, nos propositions, on voudrait pouvoir les écrire nous aussi. Et que notre écrit soit lu par le juge avec celui des professionnels, avant l'audience, pour qu'il n'ait pas qu'une seule version. On souhaite pouvoir parler en premier devant le juge. On connaît des juges qui le font à Caen, à Paris ou en Suisse aussi, c'est donc possible. On souhaite que dans le jugement, le juge tienne compte des soutiens possibles de la famille, de l'aide des amis ou des associations. Et aussi qu'il précise comment peuvent exercer leurs autorités parentales, école, santé, droit de visite, et ne plus marquer selon l'appréciation du service garde. Vous avez aussi beaucoup partagé sur le poids qu'a votre propre passé d'enfant. Parfois, vous avez été placé vous-même, sur la façon dont on vous considère aujourd'hui comme parent. Régulièrement, on nous ressort des choses du passé dans les rapports. Le groupe trouve aussi qu'on a le droit à l'oubli, notamment devant le juge, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas parce que nos parents ont eu des difficultés qu'on va avoir les mêmes. On ne fait pas non plus les mêmes choses avec les premiers enfants qu'avec les suivants. Et c'est vrai pour tous les parents, mais tous les parents ne sont pas surveillés comme nous. Enfin, un gros sujet qui a potentiellement un gros impact positif sur votre relation avec les juges et tous les autres professionnels, le droit à l'accompagnement. On voudrait que ça soit écrit dans les convocations pour l'audience qu'on a le droit d'être accompagné par une personne de notre choix après l'avoir demandé au juge des enfants. Ça nous donne de la force pour oser dire ce qu'on a à dire et ça permet de pouvoir discuter ensuite pour vérifier ce qu'on a compris. Et c'est pas la même chose qu'un avocat. Steven de Normandie, avait prévu d'expliquer ça. Quand on a demandé d'être accompagné, cela parfois est mal vu par les professionnels, qui pensent qu'on n'est pas capable d'être autonome. En fait, quand on demande d'être accompagné, c'est juste pour être moins stressé, mieux comprendre ce que disent les professionnels. Après le rendez-vous, pour pouvoir en reparler avec quelqu'un, si on comprend mieux ce qu'on nous reproche et ce qu'on nous demande, on peut mieux suivre les progrès et les difficultés de nos enfants. On peut adapter notre comportement et c'est positif pour eux. Nous aurions voulu, à ce stade, passer la parole à Monsieur Andreu. Madame Le Dins va continuer. Donc Steven voulait parler au nom de son groupe de parents concernés de Normandie de l'organisation des rencontres entre parents et enfants lorsqu'ils ne vivent pas ensemble pour cause de placement. Notamment
Il voulait parler de l'organisation des visites, notamment de l'agenda. Alors, nous recevons un calendrier et nous devons nous adapter. Par exemple, c'est compliqué de trouver un travail lorsque on a des visites en semaine. On est tiraillé entre les visites, avec nos enfants, ou aller chercher un travail, qui est aussi un devoir pour stabiliser notre vie et celle de nos enfants. Une condition parfois pour qu'on nous les rende. Pour nos enfants, le calendrier ne prend pas non plus toujours en compte le meilleur moment, parfois à cause des visites. Les enfants ratent l'école, ou bien quand c'est en fin d'après-midi après l'école, ils sont fatigués, la visite ne se passe pas toujours bien, et on nous rejette la faute. C'est pour cela que nous proposons d'être associés à l'organisation à l'organisation précise des visites avec le service gardien et les familles d'accueil. Le lieu des visites est également important. Nous comprenons que les visites se fassent dans un lieu proposé par le service au début du placement. C'est une sorte d'observation, de protection de l'enfant, les parents et les travailleurs sociaux. Cette étape passée, nous proposons que les visites médiatisées ou non aient lieu au domicile des parents, tant que ce lieu ne constitue pas un danger. Lorsque les visites se déroulent au service gardien, nous sommes comme dans une bulle gérée par d'autres. Le sentiment d'être surveillé prend toute la place parce qu'il y a de nombreux professionnels et de d'autres familles dans la même salle, il n'y a aucune intimité. À domicile, nous reprenons plus confiance dans notre rôle de parents. Nous nous autorisons à être plus naturels que dans des lieux médiatisés. Nous arrivons mieux à parler à nos enfants, à faire des activités avec eux. Nous pouvons leur transmettre nos savoir-faire et connaître leurs habitudes. Nos enfants aussi se sentent plus à l'aise. Ils vont et viennent dans l'appartement, ils voient qu'il y a des photos d'eux. On ne les oublie pas, ils sont comme des enfants normaux. Concernant la durée de ces moments où vous êtes avec vos enfants et leur fréquence. Parmi le groupe, nous avons l'exemple d'une petite fille placée à l'âge de 3 mois. Dans les 18 mois suivants, ses parents l'ont vue 12 heures. Comment peut-on construire un lien avec son enfant en un temps si court ? Parfois, par manque d'éducateurs, de TISF, les visites peuvent être raccourcies et même supprimées sans être remplacées. Le temps d'échange entre les familles et les professionnels sont compris dans ce temps de visite. Parfois, ils se posent une question après la visite, on nous répond « on n'a pas le temps, on a une autre famille derrière ». Nous proposons donc que les temps de transmission soient prévus avant ou après ces temps de visite, de manière à garantir le temps privilégié enfant-parent. Ainsi, on bâtit l'avenir de nos enfants ensemble, et ça passera mieux quand nos enfants reviendront à la maison. Ces visites, elles sont médiatisées ou elles sont surveillées ? Nous voulons dire que la présence des TISF qui médiatisent les visites, ou devraient nous aider, nous bloque souvent. Il n'est pas simple d'agir sur le regard permanent d'un observateur qui note des choses sur son téléphone. En leur présence, nous ne nous autorisons pas toujours à dire notre amour à nos enfants. Par pudeur, nous mettons une carapace sur nos émotions. Nous proposons que le temps de visite puisse rejoindre aux besoins des parents, de transmettre leur amour et leurs valeurs. Nous pensons que nos enfants ont besoin de sentir que les parents les aiment pour bien grandir. En plus, les TISF changent souvent. Nous devons tout recommencer à zéro à chaque fois. Rebâtir une relation de confiance. Pour bâtir une relation vraiment aidante, nous proposons que des mesures du possible, ce soit toujours la même TISF qui nous connaissent et connaissent les enfants. Comme ça, nous pourrions plus nous investir dans les visites et les enfants seraient plus à l'aise. Ils verraient qu'on s'intéresse à eux, à leur avenir et qu'on fait ce qu'il faut pour qu'ils grandissent bien. On est associé aux décisions qui touchent leur vie quotidienne. Vous avez aussi beaucoup réfléchi à la question de réunir la famille, de permettre aux frères et sœurs de se connaître. Les fratries sont souvent séparées, alors que personne n'a dit que c'était mauvais pour eux de se voir, même pas la juge. C'est parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre ensemble dans un lieu de placement. Même parfois, frères et sœurs ne se voient pas pendant les visites avec leurs parents. Même si la juge demande des visites de tous nos enfants ensemble, il arrive que les services gardiens ne les organisent pas. Par contre, ils nous demandent quelque chose, et quand on ne le fait pas, ils vont espacer nos droits de visite, ou ils ont le droit à l'erreur, mais pas nous. Nous proposons que ça soit fait que tout soit fait pour que la fratrie puisse se bâtir. Que si la juge dit que les frères et sœurs soient ensemble et que les services gardiens ne l'appliquent pas, qu'il y ait possibilité de faire appel. Car nous pensons que bien grandir, nos enfants doivent se sentir qu'il appartient à une famille.
Ça aide pour un enfant, mais aussi quand on devient adulte, et ce serait une force en sortant du placement. Conclusion, une aide qui nous aide vraiment. Bien souvent, les parents et les enfants en situation de pauvreté ne sont pas considérés en tant que famille qui ont besoin d'aide, mais comme des parents qui ont échoué. Nous, on demande de l'aide pour acquérir du savoir-faire qui nous soit utile pour mieux nous occuper d'eux et leur donner plus de chance pour leur avenir. Mais l'aide apportée ne répond pas toujours à nos besoins et n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. La personne qui vient nous aider doit savoir placer le focus sur l'intérêt de l'enfant tout en voyant la famille dans sa globalité. Et alors, on devrait arriver ensemble à éviter le placement ou alors à ce qui ne dure pas si longtemps. À ce que nos enfants aient un meilleur avis que la nôtre. Comme vous voulez, ou on répond aux questions si vous pensez que c'est plus utile. Faire fonctionner mon... Hop, c'est bon. Merci. Si ça vous convient, on peut passer aux questions, notamment en commençant par Madame la rapporteure. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez peut-être réussir à dire votre propos. Et sinon, on aura peut-être un petit peu de temps à la fin, si ça vous va comme ça. Super. Je passe la parole à Madame la rapporteure. Merci beaucoup pour votre témoignage très utile. Tout d'abord, avec ces histoires de micro, on est en rallumé. Donc tout d'abord, merci évidemment d'être présent. Merci Madame Ledin. Vraiment, votre témoignage est extrêmement, tout d'abord, important pour cette commission d'enquête. Il est aussi essentiel parce que la France elle a énormément de retard sur l'accompagnement autour de la protection de l'enfance sur le sujet des compétences et des habilités parentales. Il est clair que ce que vous avez évoqué sur l'ensemble des sujets que vous avez vus, il y a bien d'autres pays qui fonctionnent tout à fait différemment. Et la France devrait, en tout cas, ça fera partie certainement des préconisations, mais on a encore beaucoup à faire. Et je pense que ça vient aussi pour certaines questions, de nos pratiques, soit de justice, à travers ce que vous avez évoqué sur les questions des dates sur lesquels vous êtes imposés dans les visites médiatisées, qui, je confirme, arrivent en pleine semaine, alors que des fois les gens ont un emploi d'ailleurs, et donc du coup doivent poser des journées, ou recherchent l'emploi, ou doivent faire une formation. C'est extrêmement complexe. Et donc du coup, je partage vraiment les éléments que vous avez pu dire, et je pense que pour notre commission, en tout cas, ça éclaire aussi, et c'est important que votre savoir expérientiel puisse être évidemment... regardez. Moi, j'aimerais savoir au niveau de... J'ai lu le document que vous nous avez transmis, en tout cas sur le rapport que vous avez fait. Je voulais avoir... en fait, à l'échelle nationale, protection de l'enfance, on a très peu de stats, très peu des éléments. C'est bien d'ailleurs ce qui est dit dans le rapport du CESE, que nous avions bien évidemment, nous perçu et de longue date. Donc, il y a beaucoup à transformer. Mais... est-ce que vous avez des statistiques qui vous permettent, et vous l'avez dit dans votre propos, une majorité des enfants placés, si je reprends vos propos, sont issus des familles qui sont donc en situation de pauvreté et de parcours, y compris pour le parent, dans un parcours qui s'inscrit dans un passé où aussi, des fois, première, deuxième génération est aussi issue d'un parcours traumatique, ou en tout cas au sein de l'ASE. Est-ce que ça, vous l'avez, vous, à votre niveau, en stats? Parce que nous, en fait, ces éléments-là n'existent pas au même titre que vous l'évoquiez. Alors, on le suppute, on le regarde de manière précise, mais aujourd'hui, en tout cas, aucun des éléments que nous avons ne permet, parce que nous n'avons pas ce travail de recoupement des données, de l'avoir de manière éclairée. Donc, première question, est-ce que vous avez des stats? Est-ce que vous avez aussi, par rapport aux familles que vous avez suivies et accompagner, est-ce que vous avez des retours du coup d'enfants qui s'inscrivent dans un parcours où la famille a pu être du coup dans cet accompagnement mobilisée
et du coup où le juge a pu lever les mesures auprès des enfants, même s'ils sont toujours peut-être accompagnés socialement. Mais en tout cas, je voulais savoir si vous avez de belles expériences de cette manière-là. J'ai observé aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important, autour de la parentalité, en fait, il y a un enjeu majeur. J'ai été extrêmement touchée de voir que, en fait, beaucoup de familles font témoignage dans votre rapport. Comment on fait le biberon? Comment on fait le bain du bébé? En fait, on laisse sortir des femmes de situations, on va dire, de carences éducatives. On dit, mais en fait, ce n'est pas que des carences éducatives, c'est qu'il faut-il encore avoir cette expérience. Dans cette expérience, il y a des ateliers très positifs qui pourraient être les habilités qui sont évidemment parentale. Et est-ce que vous avez des ateliers pour accompagner ces femmes? Parce qu'en fait, j'ai regardé, et ce qui était frappant, c'est qu'elles indiquaient, moi je le positionne comme ça pour prendre le biberon, et le travailleur social me dit ce n'est pas bien, et ça risque carrément d'avoir une implication sur l'enfant, ce qui honnêtement dans ce qui est décrit n'était pas le cas, mais pour autant risquait quand même d'avoir en leur défaveur des statistiques ou des analyses d'un rapport qui pourrait être en défaveur de la famille. Vous avez quand même un prisme des travailleurs sociaux qui ressort dans votre rapport, sans porter, parce que je respecte bien évidemment, puisque c'est public, je le dis à tous, je respecte le travail évidemment de nos travailleurs sociaux. Pour autant, c'est intéressant de regarder la manière dont vous le percevez et la manière dont le rapport d'ailleurs va se faire. Parce qu'il y a des éléments qui sont très intéressants à regarder. Donc, ces ateliers parentalité, vous évoquez regarder la télé pour essayer de trouver de l'information. En fait, je pense qu'il serait grand temps, compte tenu que la parentalité est un vrai sujet en France, qu'il serait temps que l'on ait des grandes campagnes d'information autour de ces sujets et qu'on ait surtout de la proximité avec des lieux de rencontre et qui accompagnent les familles dans tous les savoirs. Et ça concerne toutes les familles, pas que les familles qui sont en difficulté de parentalité. Il y a plein d'enfants, plein de parents avec des bébés qui se retrouvent un peu perdus sur certaines situations. Et je pense que si on arrivait à croiser l'ensemble des familles au travers des habilités parentales ou des questions que simplement les familles peuvent se poser, il serait important de pouvoir le créer. Savoir aussi si vous avez ça je ne l'ai pas vu dans votre rapport, est-ce que ces personnes ont eu des parcours en centre maternel ou en centre parental qui les auraient aidés ou pas, et dans la construction, y compris de leur parcours de formation professionnelle, et s'il y a des sorties positives d'insertion qui pourraient être... Et je pense que c'est très important. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce qu'ici, vous êtes à l'Assemblée nationale et il y a deux façons de voir les choses. Aujourd'hui, en France, quand on parle de la pauvreté, il y a deux manières de l'aborder sur les politiques, en tout cas, pas les politiques publiques, ce que pensent les politiques. Il y a ceux qui pensent comme moi que c'est de l'assistance à la personne qui est en danger et en difficulté, et vous avez ceux qui prônent l'assistanat. Et je considère qu'avec votre témoignage, on est très loin de l'assistanat. C'est exactement toute l'assistance dont vous avez besoin pour accompagner votre famille. Donc ça me paraît extrêmement important, votre témoignage aujourd'hui, y compris pour les enfants en protection de l'enfance, dont nous essayons évidemment de regarder comment tout le système dysfonctionne, et vous en avez fait part de quelques points qui me paraissent essentiels. Alors, je vais peut-être répondre à la première question sur les statistiques. Oui. Je voudrais juste compléter la présentation. En disant que je suis à micro. Ça se fait que ça marche pas. C'est compliqué, ces micros. On éteint, on rallume. Il tient pas. Si, ça va. Bon, je suis donc avocat au barreau de Nanterre et je défends exclusivement les familles qui vivent en grande pauvreté, en particulier en assistance éducative, après une carrière comme magistrat du parquet. Ça, c'est parallèlement à mes responsabilités au sein d'ATD Quart Monde qui ont été présentées tout à l'heure. Alors, sur les statistiques, quand on interroge les administrations centrales, il est vraiment consensuel de dire qu'il y a beaucoup de personnes suivies en assistance éducative qui sont dans la pauvreté ou dans l'extrême pauvreté. Mais sur le terrain, quand on examine un rapport de l'aide sociale à l'enfance, ce problème est carrément
invisibilisés. C'est le thème qu'emploie une sociologue qui a écrit un article dans la Revue française d'action sociale qui était consacré au thème « Recherche en matière de protection de l'enfance en grande pauvreté ». Donc, la pauvreté est invisibilisée. Dans un rapport de l'ASE, on pourra éventuellement, par exemple, décrire tous les dysfonctionnements, les désordres familiaux qui sont dus à un logement indigne. On dira que l'enfant manque de sommeil, qu'il n'a pas de lieu pour jouer spécifiquement ou pour bien faire ses devoirs le soir. On pourra décrire aussi justement les conséquences sur l'ambiance familiale quand on vit vraiment dans un appartement qui est évidemment totalement surpeuplé, bien au-delà des critères du DALO. Mais ça n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais que cette famille vit en grande pauvreté et qu'elle aurait besoin d'aide, par exemple, pour mieux se loger. Et ça nous paraît mais vraiment une caricature. Comment la protection de l'enfance pourrait-elle avoir des résultats si elle refuse de reconnaître, alors que la grande majorité des personnes sont en pauvreté ou parmi elles en grande pauvreté, comment peut-elle refuser de reconnaître cela? Parce qu'il est évident que l'aide appropriée qui est imposée par la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit clairement qu'il faut mettre en place une aide appropriée pour aider les familles, par la Cour européenne des droits de l'homme qui le décrit dans le cadre du contexte d'extrême pauvreté, en particulier sur le logement dans certains arrêts, par le Comité des droits de l'enfant qui, dans son dernier rapport sur la France, a bien dit qu'il fallait mettre en place pour les familles pauvres une aide appropriée. On n'en parle jamais dans les dossiers. Voilà, il y a des reproches qui sont faits à la famille. Bien sûr, quand on lit, on voit bien qu'il faudrait régler le problème par une aide pour qu'elle soit mieux logée. Il y a un droit au logement pour les enfants. Un enfant a le droit de vivre dans un logement digne. Ça fait partie de ses besoins fondamentaux et de son intérêt supérieur. Ce n'est pas dit. Alors, il n'y a pas de statistiques. Alors, ce serait très compliqué de les faire. Il faudrait vraiment qu'il y ait une recherche-action pour analyser le rapport et faire une analyse qualitative pour voir qu'il y a forcément une situation de grande pauvreté. Il y a des travaux qui ont été organisés par le centre de recherche du ministère de la Justice qui ont travaillé là-dessus pour essayer de convaincre des chercheurs de prendre ce sujet en main pour qu'on ait enfin, par une cohorte de dossiers qui serait analysée à fond, la proportion des dossiers d'assistance éducative qui sont dans un contexte de pauvreté ou dans un contexte de grande pauvreté par rapport aux autres dossiers. Et bien entendu, dans les autres dossiers, il y a sans doute, par rapport aux dossiers de pauvreté et de grande pauvreté, une surreprésentation des violences intrafamiliales. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de grande pauvreté. C'est vraiment la grande pauvreté qui est le combat d'ATD Quart Monde. Il y a une étude très importante de l'INSEE en 2022 qui appréhendait ce critère de grande pauvreté en partant de deux critères. Il y a l'introduction d'un critère qui commence à être qualitatif sur les conditions de vie, qui est très important, et le critère de 50% du revenu médian. Donc le revenu médian peut être pris à 40%, 50%, 60%, selon qu'on est dans la pauvreté ou la grande pauvreté. Là, l'INSEE choisit de le mettre à 50%, alors que nous, à ATD, on partait plutôt sur 40% quand on parlait de grande pauvreté. Mais il rajoute des critères de vie dans la grande pauvreté, qui sont des critères prévus au niveau européen, par exemple ne pas pouvoir payer ses factures de chauffage, ne jamais pouvoir prendre un verre à l'extérieur du domicile, ne jamais partir en vacances, ne pas avoir deux paires de chaussures correctes, enfin 13 critères qui sont définis. Et selon l'INSEE, quand on remplit 9 des 13 critères et qu'on est en dessous de 50% du revenu médian, on est dans la grande pauvreté. Et la grande pauvreté concerne 2 millions de personnes et 700 000 enfants. Et on pense bien que dans les personnes suivies par l'aide sociale à l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces 700 000 enfants. Alors, oui. Pour
compléter, lorsqu'on n'a pas de statistiques, lorsque la puissance publique ne fait pas ce qu'il faut pour s'intéresser à ce sujet qui, en fait, est à la fois l'éléphant dans la pièce, le lien entre pauvreté, placement, pauvreté, protection de l'enfance, et à la fois, voilà, personne n'en parle, on a aussi la vie vécue. Et à ce titre, la singularité n'est pas anecdotique. Ça fait 25 ans que je suis engagée à TD Quart Monde. Je n'ai pas un seul exemple, pas un seul, je parle sous serment, d'exemple de parents en situation de très grande pauvreté qui n'aient pas soit été placés eux-mêmes, soit ayant des enfants placés eux-mêmes, soit leur cousine, leur sœur, leur belle-mère a des enfants placés. Donc il y a une partie de la population française qui élève ses enfants dans la terreur de les leur voir enlever un jour, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une peur qui vient de nulle part. Ils ont raison d'avoir cette peur, et le problème c'est que ça a des effets pervers dont on pourra reparler après si vous voulez, en termes de parentalité. Très concrètement, on n'élève pas ses enfants comme un autre parent lorsqu'on les élève de cette façon-là. Deuxièmement, il m'est arrivé un jour d'assister à une fête de Noël dans un foyer d'enfants placés, invité par une mère qui avait un enfant. J'ai assisté à cette scène qui pour moi était signifiante, que je vous raconte en 2 mots. Donc à un moment donné, on s'est mis à table et j'ai réalisé qu'à la table des éducateurs, il y avait une maman qui s'était assise là. Et moi, j'étais à la table avec les autres parents. Et la mère que j'accompagnais m'a dit bah oui, mais elle n'est pas comme nous. Elle s'assoit là-bas, c'est normal. Cette mère ne vivait pas en grande pauvreté. Cette mère avait un enfant placé. Cette mère ne se reconnaissait pas dans les autres mamans qui étaient là. Et les autres mamans ne se reconnaissaient pas en elle. Elle n'est pas comme nous. Et très naturellement, finalement, elle allait s'asseoir à la table où elle était le plus à l'aise. En ce qui concerne les retours d'enfants après placement, oui, ça existe. Et heureusement, bien sûr, dans des conditions qui ont été plus ou moins préparées et qui permettent à ces enfants et à ces parents qui parfois deviennent... On a fabriqué un lien d'étrangeté entre eux parfois en les gardant séparés pendant des années. Vous noterez que je ne mets pas en cause la raison du placement lorsque je dis ça, d'accord ? Mais demander à des parents d'arriver après à accueillir leurs enfants et à leurs enfants de se sentir bien après des années, c'est quand même difficile. Le dernier exemple que j'ai, c'est 3 petites filles qui sont revenues qui ont pu revenir et être élevées par leur maman. J'avais accompagné cette mère lors d'une audience lunaire à l'été 2023, où la mère et la référente ASE étaient entièrement d'accord pour demander au juge le maintien du placement sans aucune raison éducative. Madame n'avait pas de logement. Madame passait son temps à aller à droite, à gauche pour pas dormir à la rue. On sait ce que ça représente pour une femme de dormir à la rue. Et madame était consciente que c'était pas une vie pour ses gosses. Le juge n'était pas content. Il a dit « Je suis pas juge pour placer des enfants alors que la mère sait s'en occuper ». Mais quel juge a les moyens d'agir sur la politique publique de logement social ? Je peux donner un autre exemple. C'est moi qui te bloquais. Non, plus global sur le retour des familles vivant dans la grande pauvreté, des enfants, lorsque le placement a été levé. Je voudrais vous montrer à quel point c'est difficile pour eux, puisque pendant des années, ils ont vécu dans des conditions de vie différentes, et que précisément, puisqu'il y a une invisibilisation de la pauvreté, à partir d'un moment quand l'éducatif, tout ce qu'il y avait à faire au niveau éducatif a été... il y a eu des progressions significatives, eh bien, à ce moment-là, l'ASE elle-même dit, mais ils vont rentrer et ils vont être surpris par les conditions de logement, sans du tout prendre d'initiative. Vanessa Settinger, dans son étude, a suivi 7 familles vivant dans l'extrême pauvreté pendant 15 ans. Donc ça fait des années de travail de la protection de l'enfance. Elle dit qu'une seule fois, dans les entretiens qu'elle menait avec des professionnels, un professionnel a dit qu'au moment du retour de l'enfant, elle avait pris un contact avec une association pour qu'on donne un coup de peinture à la chambre de l'enfant. Donc oui, les retours, bien entendu, il y a un nombre significatif de familles très pauvres dont les enfants reviennent bien avant la majorité, mais cette période de séparation est inutilement rallongée, alors qu'après les retours, plus ça a été long, plus c'est compliqué, inutilement rallongée par cette absence de mise en place d'une aide appropriée sous
non pas, c'est pas à la protection de l'enfance d'aller chercher des logements, hein. Ni le juge ni la protection de l'enfance ne sont formés pour trouver des logements. Mais il faudrait vraiment, c'est fondamental, que la protection de l'enfance ne fasse pas tout sur l'éducatif, mais qu'elle comprenne qu'elle doit être le coordonnateur, en partenariat avec les autres responsables, d'une politique globale dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui retrouve une chambre qui a été repeinte quand il rentre chez ses parents. Et ça devrait donner lieu à des initiatives de la protection de l'enfance. Et là, on est vraiment à l'opposé de cette conception-là par la protection de l'enfance. Ils sont formés pour faire de l'éducatif. C'est un peu l'analyse que dit Vanessa Stessinger. Donc, ils ont peur, mais ils n'ont pas compris que leur rôle était de coordonner. Et là, je crois vraiment qu'il y a aussi des exemples étrangers qui montrent qu'on peut changer de paradigme sur le contenu de la protection de l'enfance. Je voulais répondre à Madame sur le prisme qu'on dénonce concernant le regard des travailleurs sociaux. Ça me semble important parce qu'il ne s'agit pas de disqualifier l'ensemble d'une profession qui fait son boulot le mieux possible. Je peux Donc, concernant ce prisme, dont vous parliez, que vous avez senti dans nos productions, qu'on tâche de faire avec des parents qui ont pris suffisamment de recul sur leur situation pour être à la fois en capacité de dénoncer, certes, mais aussi de défendre ce qui se fait de bien et de proposer des choses. Donc j'espère que nos travaux sont assez équilibrés là-dessus. Néanmoins, l'un des mécanismes qui est à l'œuvre dans la réponse sociale, au-delà de la bonne volonté, au-delà de la compétence de ces acteurs de tous les jours sur le terrain, que sont les travailleurs sociaux, il y a un biais de classe à l'œuvre dans la réponse sociale. Il a été mis en évidence par plusieurs auteurs. Je pense à Caroline Maupas, par exemple, dont on vous transmettra les travaux si vous le souhaitez. Les personnes qui interviennent dans la vie des familles avec la mission noble de venir comprendre ce qui s'y passe à l'aune des besoins fondamentaux de l'enfant, de venir estimer dans quelle mesure cet enfant vit des choses qui sont compatibles avec son développement ou pas, de venir estimer si ce parent est capable d'apprendre, de changer des choses dans son attitude ou pas. C'est un métier incroyable quand même. Eh bien, parmi les choses à l'œuvre dans ces décisions, dans ces évaluations, il y a des choses qui sont éventuellement parfaitement inconscientes et qui relèvent de biais de classe. Caroline Maupas, elle décrit à quel point les pratiques éducatives de milieux populaires peuvent être disqualifiées, simplement parce que les personnes qui viennent les observer chez elles n'élèvent pas leurs enfants de cette façon-là et ont lu des livres pour devenir travailleurs sociaux, ont eu des formations qui ne parlaient pas des pratiques parentales dans ces termes-là. La nourriture, je vais prendre un seul exemple, mais alors je mets les pieds dans le plat, la nourriture est très régulièrement un sujet de crispation énorme sur le terrain entre les parents et les travailleurs sociaux qui les entourent. Et voir un enfant de 6 ans avec les dents toutes noires, ça fait mal au cœur et il faut aider les parents à ne pas en arriver là. On est bien d'accord avec ça. Donc, on ne cautionne pas la nourriture salée, sucrée, etc., à tous les repas. Par contre, derrière ces erreurs manifestes d'alimentation des enfants, il peut y avoir des valeurs éducatives qui passent complètement sous le radar. Par exemple, tu n'auras pas faim, mon fils. Moi, j'ai eu faim. Toi, tu n'auras pas faim. Donc, bien sûr, il faut les soutenir. Bien sûr, leur réponse n'est pas forcément adéquate. Mais tâchez de modifier l'attitude d'un parent vis-à-vis de ses enfants sans faire le détour par « mais en fait, ce qu'il fait là, c'est sa façon à lui aujourd'hui d'essayer d'être le meilleur parent possible », et bien en fait, c'est mettre en place des freins au changement qui vont être indépassables. Vous comprenez ? Voilà, donc ça, c'est une chose. Et une autre, donc les biais de classe, j'ai pris un seul exemple. Et du coup, ils ont pour conséquence que les personnes en situation de pauvreté, face à leurs travailleurs sociaux, et encore une fois, c'est inconscient, je ne suis pas en train de dire qu'ils font exprès, qu'ils sont malveillants, sont face à une présomption de mensonge permanente. Mais Céline, il m'a pas cru. J'ai essayé de lui dire, il m'a pas cru. Une présomption d'incompétence. Mais je fais les choses, mais il pense que je sais pas faire.
et de culpabilité dès lors qu'on en arrive à des situations de protection de l'enfance avec la justice. Voilà, donc tout ça, ça complique la possibilité qu'ont les parents de se faire écouter, d'une part, de se faire comprendre, d'autre part, de faire la preuve de comment ils essayent d'être les bons parents. Pardon, c'était un peu long. Merci beaucoup.